Bonjour à tous, bienvenue sur internet.com, ouestfrance.fr et 20minutes.fr pour Direct Politique, votre émission politique sur Internet. Notre invité ce matin est François Bayrou, maire de Pau et président du Modèle, évidemment. Bonjour François Bayrou, merci d'être avec nous ce matin dans Direct Politique. Avec moi sur ce plateau pour co-présenter l'émission, Michel Urvois, éditorialiste politique de Ouest France, et David Blanchard, rédacteur en chef adjoint de 20 minutes. Voilà, chers internautes, vous connaissez le principe de l'émission. Vous avez une quarantaine de minutes pour interroger François Bayrou, réagir à l'émission. Je me ferai un plaisir de retransmettre votre question en direct. François Bayrou, si vous voulez bien, commençons par l'actualité qui a marqué cette nuit. François Hollande, Angela Merkel, a rencontré Vladimir Poutine et le président ukrainien toute la nuit à Minsk. On parle d'un accord en vue qui va être signé dans les prochaines heures. Ça y est, peut-on dire enfin que l'espoir de paix se concrétise? Est-ce que vous y croyez? Ben, ça, on verra, parce qu'on ne sait pas s'il y aura accord à l'heure où je parle, et on ne sait pas ce qu'il y a dans cet accord. Bon, ce qu'on sait, c'est que la France et l'Allemagne ont pris une initiative, et c'est une initiative bienvenue. En tout cas, on peut espérer de cette initiative que quelque chose bouge. Qu'est-ce qu'on va au bout du chemin trouver? C'est ça la question. Pour moi, il y a à peu près deux éléments de certitude. Le premier, c'est que... trois. Le premier, c'est qu'on doit retrouver les éléments du précédent accord de Minsk. De septembre dernier. Le deuxième, c'est qu'on doit respecter l'intégrité territoriale de l'Ukraine, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un cessez-le-feu et il faut qu'il y ait un retrait de toute intervention russe. Et le troisième, c'est qu'il faut une organisation intérieure de l'Ukraine qui respecte les deux cultures, les deux communautés de langues différentes qui vivent sur le sol de l'Ukraine, donc une fédéralisation de l'Ukraine. Je dis au passage, parce qu'on est sur Ouest France et que Ouest France est une tradition de pensée pour qui cette idée fédérale a beaucoup compté, puisque pour moi qui suis quelqu'un qui croit profondément que l'Europe est l'avenir de nos nations, en gardant notre identité, mais l'avenir de nos nations, le fait qu'on ne sorte d'un conflit que par une fédéralisation, c'est-à-dire on fait ensemble ce qu'on ne peut pas faire tout seul, et pour le reste, il y a une marge de liberté, une marge d'affirmation culturelle, ce qui, pour des communautés dont l'une est russophone et l'autre est évidemment se sent plus attirée par l'Union européenne et de langue ukrainienne, tout ça, c'est un élément. Et on peut être à peu près sûr que s'il y a accord, ce sera un accord sur ces bases. La question, c'est évidemment où place-t-on les frontières? En tout cas, où place-t-on, pour ne pas employer le mot de frontière, les délimitations? Parce que ces temps-ci, le front, comme vous savez, a beaucoup bougé. Les indépendantistes en tout cas, les partisans du rapprochement avec la Russie, on va dire les choses comme elles sont, ont progressé. Et donc, la question de la ligne de front... Il faut un territoire particulier pour les territoires qui ont été annexés, disons, par les séparatistes. Je ne dis pas un territoire particulier. Je dis que dans cette Ukraine de l'avenir, il faut que les deux communautés vivent ensemble et qu'elles aient une certaine marge d'affirmation, et notamment culturelle. Et en reconnaissant l'annexion de la Crimée. Et notamment de langue. Il y a, comme vous le savez, il y a eu une décision qui est une décision lourde de conséquences, qui a été de supprimer le statut de langue officielle du russe. Alors que, évidemment, l'Ukraine, c'est, comme tous les pays charnières, c'est évidemment deux communautés. Et au fond, la grande question du temps, c'est est-ce qu'on peut vivre ensemble en ayant chacun son identité? Quelle lecture faites-vous, au-delà de l'Ukraine, de la stratégie de Vladimir Poutine? Bon, Vladimir Poutine, c'est un dirigeant extrêmement puissant,
en ce qu'il est soutenu par son peuple. Le soutien à la politique d'affirmation de l'identité russe et du nationalisme russe et du retour de la Russie trouve chez les citoyens russes, dont le peuple russe, un écho très important. D'autre part, c'est un dirigeant qui a à l'esprit l'idée que l'essentiel est dans les rapports de force. Et ceci, pour moi, est un des grands enjeux de la négociation que nous sommes en train de vivre. Pardonnez-moi, je sais ce que vous allez demander, mais finissons avec cet aspect très important. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça ? On dit Poutine est inquiet de l'Union européenne et de l'extension de l'Union européenne et de l'OTAN. Il faut que les dirigeants russes, et spécialement Vladimir Poutine, comprennent que s'il y a un ensemble qui s'est construit au travers du temps, sans volonté de puissance, sans volonté d'impérialisme, sans désir de contrôler les autres, cet ensemble, c'est l'Union européenne. Le projet de l'Union européenne est probablement dans l'histoire le premier projet d'une puissance non impérialiste. Et pacifique. D'une puissance dont le but est la paix chez elle et la paix avec les autres et la prospérité chez elle et la prospérité des autres. Vous inquiétez pas, le mot peut-être ferait-il sourire Poutine. Moi je pense qu'il est très important de montrer et d'affirmer clairement que telle est notre volonté, tel est notre dessein. Et donc il y a là un enjeu évidemment très très important. Est-ce qu'au cours de ces négociations, il faut reconnaître l'annexion de la Crimée par la Russie, comme semble pousser à le faire Nicolas Sarkozy ? Évidemment la situation de la Crimée, mais on peut en chercher d'autres, en Géorgie. Il y a là quelque chose qui a été une violence faite au droit. Et on ne peut pas effacer les violences faites au droit d'un coup d'éponge sur le tableau, comme on semble vouloir le faire. Cela dit, il y a une chose qu'il faut prendre en compte aussi, c'est la volonté des communautés, pour ne pas dire des peuples. Vous savez, la vieille idée du général de Gaulle, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ce qui est une idée majeure pour nous tous. Et il n'y a qu'une possibilité d'articuler ces deux impératifs, le droit d'un côté et la volonté des peuples et des communautés, une possibilité, c'est une démarche de type fédératif, de type fédéral. L'idée que, au fond, ça n'est pas si difficile de vivre ensemble et de partager l'essentiel. Chacun étant ce qu'il est, assumant son identité culturelle, son identité linguistique, la reconnaissance des liens qu'on a donc avec des grands ensembles. Il faut que le droit international reconnaisse... Si vous me permettez, je vais aller encore un peu plus loin. Je vais faire un pas de plus. Je pense depuis longtemps que le jour où cette réalité-là s'imposera dans les zones de conflit, on vit ensemble, mais chacun est responsable au fond de ce qui tient à son identité, à son propre destin, à l'intérieur de l'ensemble. Pour moi, c'est aussi la seule possibilité pour qu'un jour, au Proche-Orient, la paix se fasse. C'est-à-dire que je ne crois pas à ce que nous avons essayé si difficilement et avec tant d'échecs pendant 30 ans, entre les deux guerres, entre la France et l'Allemagne, qui est la coexistence, le voisinage, on met un terme au conflit et puis chacun chez soi. Je n'y crois pas. Quand l'Europe occidentale, la nôtre, est-elle sortie de la guerre? Pas le jour où on a décidé qu'il y aurait un armistice. Le jour où on a décidé que désormais on vivrait ensemble. Et que sur ces enjeux absolument essentiels que sont l'énergie ou les matières premières ou les règles du marché ou
eh bien, désormais, nous vivrions ensemble, nous déciderions ensemble. Ce n'est pas la même chose. Le voisinage et le choix de se choisir un avenir commun, ou la volonté de se choisir un avenir commun. On va décliner cette pensée-là, justement, à l'échelle de l'Europe. Mais vous voyez bien qu'il s'agit d'une pensée extrêmement originale, qui a son identité, c'est même une pensée singulière, absolument incomprise pendant des années et des décennies en France. Parce qu'en France, chaque fois qu'on prononce le mot fédéral, alors on croit qu'il s'agit de la volonté de donner le pouvoir sur notre vie à d'autres. C'est exactement le contraire. L'idée fédérale, c'est qu'on va vivre ensemble en partageant des sujets essentiels et pour le reste en assumant chacun notre identité, notre avenir, notre histoire, notre patrimoine. Si vous voulez bien, François Bayrou, on passe à un nouveau chapitre, on ouvre celui de la politique économique et on va commencer par une question d'ordre général avec l'élection de Tsipras, vous savez, a fait beaucoup de bruit, était très commentée, on parle d'une nouvelle page qui peut s'ouvrir pour l'Union européenne. Est-ce qu'on peut concilier, et comment concilier, François Bayrou, une politique d'austérité, une politique de maîtrise budgétaire, une politique de carcan des dépenses et de la limitation de la dette, avec la logique du respect du suffrage universel grec? Grande question. Est-ce qu'on peut faire comme si rien ne s'était passé avec cette élection? Pour ma part, je ne suis pas optimiste sur le respect, comme vous dites, des promesses faites au suffrage universel par Syriza, par M. Tsipras. Alors, je vais essayer de dire les choses précisément comme je les ressens. La manière dont ont été organisées les relations entre la Grèce et ses grands créanciers n'a pas été une bonne manière. La manière violente qu'on a imposée au peuple grec, je l'ai dit dans d'innombrables émissions pendant cette période, pour moi, était porteuse de menaces. Mais aujourd'hui, il faut prendre des décisions. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on annule la dette? Est-ce qu'on renégocie la dette? Parce que le fait qu'on est comme ça sous la dénomination offensante de Troïka, des gens qui viennent de l'extérieur avec leur regard condescendant et qui semblent imposer au peuple ce qu'il ne... c'est évidemment quelque chose de très violent. Le constat est largement partagé. Sur ce qu'il faut faire en revanche aujourd'hui, est-ce qu'il faut annuler? Est-ce qu'il faut renégocier la dette? On va dire quelque chose. Pour que cette émission se passe bien, on va se laisser finir les phrases. Et là, on a beaucoup de questions et de termes à aborder. Moi, je suis prêt à vous laisser finir les phrases. Mais là, on parle de choses qui sont absolument essentielles pour l'avenir. Je vous en prie. Alors donc, le peuple grec a subi une violence réelle et symbolique, les deux très importantes. Deuxièmement, est-ce que les promesses qui lui ont été faites peuvent être respectées? Je ne le crois pas. Pour une raison très simple. La Grèce, comme la France, a besoin d'emprunter tous les jours pour payer ses fonctionnaires et le train de vie minimal qui est le sien. Et de surcroît, elle a fait des promesses pour 12 milliards ou 15 milliards, je ne sais pas, d'augmentation des salaires, de recrutement des fonctionnaires, tout ce qu'on appelle fin de l'austérité. Et quand vous avez besoin d'emprunter tous les jours pour vivre et que vous allez voir votre banquier en disant « Je vous préviens, je viens vous emprunter de l'argent, mais ne vous attendez pas à le revoir parce que je ne vais pas rembourser ma dette. » Le banquier ne vous prête pas. Et c'est vrai pour le banquier privé, avec votre voisin, si vous allez lui emprunter 100 €. Et c'est vrai avec le banquier de grande dimension que sont les grandes banques. Et c'est vrai avec les États. Et donc, pour ma part, cette confrontation entre des promesses qui exigent d'emprunter et, d'un autre côté, l'annonce qu'on ne remboursera pas est purement et simplement impossible. Et donc, il y a aussi un pari économique de relance par la consommation. Oui, c'est une blague, ça. Il y a deux issues, dont l'une est externe, deux issues extrêmes. L'une, c'est
on ne respectera pas nos engagements. Et donc, il y aura une déception énorme parmi le peuple grec et parmi tous ceux qui, en Europe, ont dit voilà la voie à suivre. Et la deuxième, c'est on sort de l'euro. Voilà les deux issues. Alors, on espère qu'on trouvera un moyen terme, mais ce moyen terme sera de toute façon décevant pour ceux qui ont cru que quelque chose pouvait changer. Le problème, c'est que les gouvernements successifs, pas les derniers, mais les gouvernements précédents, ont détruit, déstabilisé la situation intérieure de la Grèce en ayant des comptes publics et un endettement qui était au-delà du possible. Et c'est là qu'on retrouve, vous me pardonnerez de dire, de revenir à quelque chose que j'ai plaidé devant les Français depuis 15 ans, qui est qu'un endettement excessif vous détruit. Comme un ménage, comme une entreprise. Justement, c'est aussi le cas pour l'État. En tout France. cas, supprime votre indépendance. Venons-en à la France et à la politique économique française. Vous aviez été très critique depuis le début du mandat de François Hollande. Ensuite, on a eu des baisses de charges, le pacte de responsabilité. Aujourd'hui, la loi Macron. Est-ce que ces décisions-là vont dans le bon sens? Est-ce qu'elles sont suffisantes? Bon, qu'il y ait un mouvement de réalisme, c'est certain et c'est heureux. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Vous vous souvenez que c'est un mouvement que j'attendais depuis le début, depuis le premier jour. Est-ce que ce mouvement de réalisme est bien pensé et est-ce qu'il suffit? Je ne crois pas que ce soit le cas. Je pense qu'il n'est pas bien pensé. Pourquoi? Parce qu'il est pensé dans le cadre existant. On ne change rien. Si vous me permettez d'ouvrir une parenthèse très rapide sur la dernière conférence de presse de François Hollande. La dernière conférence de presse de François Hollande, elle dit deux choses. Elle dit « je vais prendre une initiative en Ukraine », premier point, et deuxième point, « je ne changerai plus rien ». Or, cette deuxième affirmation, qui est la loi Macron suffit, au fond, c'est la dernière étape. Et Dieu sait que la loi Macron ne suffit pas et que c'est des petits pas. J'ai découvert à cette occasion qu'il fallait une loi pour qu'on puisse organiser des lignes de bus. Moi, je pensais, mais vous voyez à quel point on en apprend tout le temps, on en apprend toute la vie. J'aurais jamais imaginé qu'on ne pouvait pas organiser des lignes de bus en France. C'est une grande naïveté, mais c'est comme ça. Bon, alors, ça c'est bien qu'on libéralise ou qu'on rende possible un certain nombre de choses, qu'on donne aux maires, le jour où ça se fera, c'est pas encore fait, la possibilité, par exemple dans les centres-villes, de faire que les commerces fonctionnent pour que le centre-ville soit vivant, ce qui est le cas d'une demande de beaucoup de maires, de beaucoup de villes, de beaucoup de communautés, sans que pour autant toutes les grandes surfaces s'y mettent. Hein, si on avait une liberté de cet ordre, je trouverais ça très, très, très bien. Mais est-ce que ça suffit? Non. Pourquoi? Parce que le gouvernement ne prend pas la mesure d'un impératif qui est pour moi la condition même de la vitalité et de la créativité du pays. Nous sommes devant des maquis, des labyrinthes, des jungles de lois, de règlements, de normes, de contrôles, de toutes choses qui empêchent les entreprises ou les entrepreneurs ou les artisans ou les commerçants, qui les empêchent simplement d'être dans l'idée du développement. Et ils disent non, bon, on ne veut pas prendre ce risque. Hein. Embaucher, créer quelque chose, oh, ça va être tellement compliqué. On va avoir tellement comment dirais-je, de pyramides sur le dos. C'est plus une question de contrainte plutôt que de coût du travail, de charges. Pour moi, c'est essentiellement une question de contrainte. C'est pas vrai que le travail soit trop payé en France. C'est pas vrai. On a, au contraire, pour beaucoup de ceux qui nous écoutent, le travail est peu payé. Pour ne pas dire pour beaucoup d'entre eux mal payé. Alors les charges sont extrêmement lourdes. Vous vous souvenez que j'avais proposé toujours dans cette idée de simplifier que pour 1 ou 2 emplois par entreprise, on puisse simplement dire on vous supprime les charges pendant, mettons, 5 ans. Hein, histoire de lancer un coup de booster. Bon, c'était une idée qui essayait de répondre de manière simple à cette observation-là. Et donc, tant qu'on n'aura pas une démarche
qui soit une démarche de réécriture, avec une volonté de simplification de tous ces codes énormes que aucun artisan, aucune PME ne peut connaître et ne peut lire tant qu'on n'aura pas une possibilité nouvelle pour le contrat de travail, tant qu'on n'aura pas le fait que, au fond, il y ait plus de confiance que de contrôle. Bayrou, on a un point très précis qui est abordé Oui. par pas mal de lecteurs. Une polémique oui, qui s'est faite jour, à laquelle vous avez déjà répondu, mais il y a eu des rebondissements depuis. C'est celle du boulanger qui souhaite ouvrir dans votre région, d'ailleurs 7 jours sur 7, à qui on interdit par un arrêté. Vous avez dit que vous souhaitiez qu'il puisse travailler ainsi, et la Confédération nationale de la boulangerie, hier, s'est prononcée contre cette ouverture 7 jours sur 7, en disant que les arrêtés préfectoraux ne sont pas faits pour empêcher les gens de travailler, mais pour trouver des équilibres, promouvoir la qualité des produits et instaurer des règles équitables. Donc on voit que c'est la profession elle-même qui freine des cas de fer pour cette ouverture. Alors, de quoi s'agit-il ? Parlons simplement. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un artisan qui veut ouvrir ou laisser sa boulangerie ouverte le dimanche après-midi. Dimanche après-midi. Parce que les boulangers sont ouverts 7 jours par semaine. Pas tous. Tous les boulangers de France sont ouverts le dimanche matin. Pas dans mon quartier. Pas dans votre quartier. Enfin, en tout cas, chez nous, les boulangers sont ouverts le dimanche matin. Et en ville, les boulangers sont ouverts le dimanche matin. Et donc, moi, mon idée, c'est que chaque fois qu'on est dans une entreprise artisanale, commerciale, une famille, quelqu'un qui a quelques emplois, celui-là, on le laisse autant que possible développer son activité. Vous comprenez, c'est pas la même chose que d'avoir une grande surface avec tous les moyens que les grandes surfaces ont et qui décide que son activité sera ouverte 7 jours sur 7. C'est pas la même chose. Quelqu'un qui est dans l'initiative, qui essaie d'inventer quelque chose, qui essaie de... celui-là, qu'on le laisse faire autant que possible. Il me semble qu'en France, on prend, sans doute pour répondre à des principes d'égalité qui, en théorie, sont bienvenus, mais traiter de la même manière le très grand et le tout petit, pour moi, c'est pas de l'égalité. Oui, quand la profession elle-même souhaite qu'il en soit ainsi. Bon, encore une fois, je ne vais pas ouvrir une polémique avec la Fédération de la boulangerie. Je comprends aussi que les gens, quand ils sont un ou deux, disent « mais on ne va pas... » Au demeurant, allons jusqu'au bout. Vous croyez que c'est le dimanche après-midi qu'ils vont faire leur chiffre d'affaires ? Les boulangers, vous croyez que c'est le dimanche après-midi qu'ils vont faire leur chiffre d'affaires ? Je ne crois pas. J'ai l'impression que ce boulanger-là, qui est... un entrepreneur, un petit entrepreneur avait à l'esprit, c'est une espèce d'image de marque qui fasse que chez nous, vous trouverez toujours du pain et des gâteaux, quel que soit le jour et quelle que soit l'heure. Laissez-le vivre. Mais je ne dis pas ça pour ouvrir une polémique avec la boulangerie. Pour le reste, il y aura 99,9% des boulangers qui seront ouverts le dimanche matin, notamment en ville, et qui fermeront le dimanche après-midi. François Bayrou, et ce sera le cas partout en Bretagne, et ce sera le cas chez nous en Béarn, et ce sera le cas partout. Vous voyez bien François que Bayrou, il nous reste peu de temps. C'est laissez-les vivre, laissez-les faire, laissez-les innover s'ils ont envie d'innover. C'est comme ça qu'une société et qu'une économie avancent. François Bayrou, on va passer à un autre chapitre. On va ouvrir le chapitre qu'on a consacré à l'Union nationale et à l'esprit du 11 janvier. Et au péril de la montée du Front national, il ne reste plus que 2 ans et demi avant la prochaine échéance présidentielle. Comment concrètement empêcher le Front national d'arriver au second tour ? Qu'est-ce qu'on peut dire aux électeurs du Front national pour les convaincre ? Alors, excusez-moi, je vais vous dire quelque chose. J'ai lu un dirigeant socialiste qui a dit j'ai honte et j'ai peur. Moi, c'est 2 sentiments qui me sont étrangers. Je n'ai pas du tout ce genre de jugement. Le Front national a prospéré sur les impuissances et les blocages des majorités successives et de nos institutions. Et encore, le mot institution est un mot très large.
mais sur le fait que, en France, 50% du corps électoral n'est pas représenté dans la vie parlementaire. Et là, vous souhaiteriez donc, une réforme des institutions sur ce point-là. J'y viens. Et donc, simplement, quand vous avez ainsi des gens qui sont exclus, eh bien, ils deviennent le réceptacle de toutes les insatisfactions. C'est comme ça, c'est normal et c'est humain. Donc en changeant l'institution, mettons de la proportionnelle, changement de scrutin, Alors, vous pensez qu'on... Permettez-moi de dire ceci. Oui. Est-ce que j'ai pour autant la moindre indulgence à l'égard du Front National? Aucune. Pour une raison qui alors est extrêmement précise. Je considère que les obsessions qu'il cultive, l'air de rien, en faisant semblant d'employer des mots qui... Oui, ces derniers jours, on a vu certains dérapages. Mais en laissant entendre qu'au fond, au moins ceux-là, ils disent tout haut ce que tout le monde pense tout bas, l'expression entre guillemets odieuse qu'on entend si souvent. Parce que si on pense tout bas, il doit y avoir des raisons pour lesquelles on ne dit pas tout haut, n'est-ce pas? Et des raisons graves. Ces obsessions et ces propositions, sortir de l'Europe, sortir de l'euro, au fond les mêmes que Syriza en Grèce, raison pour laquelle Marine Le Pen a soutenu l'extrême gauche grecque. On voit a soutenu explicitement l'extrême gauche grecque. Cela, c'est le malheur de la France. Mais là, il y a urgence, M. Bayrou, c'est-à-dire que François Hollande a fermé la porte à une réforme des institutions, l'autre jour dans sa conférence de presse. Une grave erreur. Les résultats économiques ne seront pas mirobolants. Comment fait-on pour contrer le Front National? Est-ce qu'il faut une candidature unique de la droite et du centre? Alors, et comment? Alors, vous avez dit François Hollande a annoncé qu'il ne changerait plus rien à nos institutions. C'est une grave erreur. Et c'est même une faute. C'est y compris une faute contre lui-même, puisque son programme, il le dit dans ses promesses, oui, annoncé aux Français, c'était qu'il changerait quelque chose. Alors on dit nos institutions. Moi, je ne suis pas pour un changement dans nos institutions. Je suis pour un changement de loi électorale. La règle électorale française, qui est une règle dangereuse, et on risque de s'en apercevoir, cette règle-là, elle exclut un très grand nombre de Français de la représentation. Or, s'il y a une représentation nationale, s'il y a un Parlement, écoutez bien le mot, Parlement, c'est pour que tous les grands courants du pays y soient représentés. Or, l'extrême gauche, l'extrême droite et le centre ne sont pas représentés dans ces institutions. Pour être représenté en France, il faut aller baiser la babouche du Parti socialiste ou de l'UMP. Si vous allez faire allégeance, si vous vous prosternez, si vous acceptez le rôle de roue de secours, alors on vous fait une place. Même si vous pesez rien électoralement. Mais la réalité est celle-là aujourd'hui. Donc comment fait-on? Je reviens à ma question. Alors, et donc, s'il y a un impératif, c'est de changer la loi électorale en tenant la promesse que François Hollande a faite au moment de son élection d'introduire une part substantielle de proportionnel. Bien sûr, mais dans... vous imaginez bien que ce ne sera pas fait d'ici 1, 2, 3 ans, et là, il faudra vous voyez une stratégie. Qu'un journaliste brillant comme vous, dans un média qui est un média de liberté, dise « Vous imaginez bien que ça ne sera pas fait ». D'ici 2 ans, c'est peu probable. C'est François Hollande. C'est François Hollande qui a dit attendez, mais arrêtons-nous. Est-ce que vous ne pouvez pas, comme observateur, et moi comme acteur du jeu politique français, dire mais vous avez fait une promesse, cette promesse, elle est vitalement consacrée par la réalité, et alors, pourquoi ne la tenez-vous pas? Je vais vous dire quelque chose. Si on continue comme ça, c'est le scrutin majoritaire qui va régler la question. En faisant des vagues, vous savez, le scrutin majoritaire, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Vous avez un vase qui se remplit, et puis il y a une goutte d'eau, et alors le vase déborde. C'est votre désaccord avec Alain Juppé, ça d'ailleurs. Oui, enfin, nous en avons beaucoup discuté ensemble, et je pense, et je crois qu'il n'est pas éloigné de cette idée, qu'on peut, si l'on est si fortement attaché
à l'idée de majorité, je veux dire pourquoi je suis un peu en désaccord, on peut trouver des moyens pour avoir l'expression que j'ai utilisée, c'est-à-dire une part substantielle qui représente tous les courants d'opinion dans le débat national. On peut avoir, par exemple, je vais dire une idée simple, on peut avoir un scrutin majoritaire sur les 2/3 des sièges et une représentation proportionnelle sur 1/3 des sièges, ce qui permettra de compenser comment dirais-je, le caractère antidémocratique du scrutin majoritaire. Alors, je reviens à ma question donc, sur 2017 néanmoins, parce qu'elle se pose déjà de toute manière. Donc, comment fait-on pour contrer Marine Le Pen? Est-ce qu'on fait une candidature unique de la droite et du centre, ou est-ce que chacun part de son côté? Ça dépend qui veut incarner cette entente. Je l'ai dit, il y a des gens qui ont la possibilité, la faculté, le caractère, l'expérience, le nécessaire pour qu'une large entente se fasse. Et il y a au contraire des personnalités, et je ne vais pas entrer dans les noms, il y a des personnalités qui au contraire organisent non, mais on a compris la confrontation et l'agressivité. Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, c'est pas la même chose. Mais peut-être vous limitez à deux. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais alors, je vais vous dire. Mais sur le principe, vous participeriez à une primaire. On ne va pas parler de nom. Vous participeriez à une primaire où vous vous sacrifieriez pour que quelqu'un qui est à votre faveur puisse gagner. Je n'ai pas d'attrait particulier pour ce qu'on appelle primaire. Pourquoi? Parce que les primaires, je l'ai dit à Alain Juppé souvent, le risque des primaires, c'est qu'elles favorisent le noyau le plus dur du camp. Si le noyau le plus dur du camp pèse 1 dans un ensemble qui pèse 10, son poids n'est pas aussi déterminant. Mais s'il pèse 1 dans un ensemble qui pèse 3, à ce moment-là, il devient déterminant. C'est là que le choix se fait. Et une élection primaire, parce qu'elle sélectionne, ou en tout cas elle prend un petit nombre de Français qui vont voter, même si c'est 3 millions, mais 3 millions c'est peu, même si c'est 4 millions. 4 millions, c'est pas énorme sur l'ensemble du corps électoral français. Une primaire, le risque qu'elle fait courir, c'est que les plus durs pèsent plus lourd. C'est ce qui s'est passé lors des primaires au PS, la dernière primaire au PS. Quand la ligne de François Hollande émerge, c'est pas la ligne la plus dure du PS. Il faut que vous y réfléchissiez, parce que vous remarquerez que Montebourg avait rejoint François Hollande. Oui, mais c'est pas Montebourg qui a été élu. Montebourg qui avait fait 17% de mémoire 18, à l'intérieur de la primaire, c'est lui qui a rejoint François Hollande et d'une certaine manière qui a fait la différence. Et puis les circonstances avec l'affaire Strauss-Kahn n'étaient pas tout à fait les mêmes. Mais peut-être vous avez raison, on va voir. Si Alain Juppé gagne ce pari, eh bien, j'en serai pour ma part très heureux et je l'aiderai. Mais moyen terme, une scission entre lui. Mais l'aider de quelle manière, c'est ça? Eh bien, jusqu'à renoncer, vous alors, on n'en a pas discuté de manière précise, puisqu'on n'a jamais fait, Alain Juppé et moi, de négociation. Mais si Alain Juppé était choisi, oui, je pourrais évidemment m'entendre. Nous pourrions, ce courant démocrate du centre français, oui, nous pourrions. Mais vous nous entendre avec lui. préfériez à des primaires la création d'un mouvement peut-être plus clair, avec la gauche de l'UMP, le centre, voire la droite du PS? Alors d'un mouvement, je ne sais pas si c'est le mot, mais vous savez quelle est mon idée, elle est affirmée chaque fois que je peux. Aucun des problèmes du pays ne peut se résoudre dans l'affrontement des deux camps. Des soi-disant deux camps. Ils disent qu'ils sont des camps, mais ils ne sont pas des camps. La droite est coupée au moins en deux, la gauche est coupée au moins en deux, seul un ensemble au centre qui soit réformiste, qui soit, si possible, compréhensif de ce qui se passe dans le pays, qui ne passe pas son temps à exciter les gens les uns contre les autres, qui au contraire
essaie de voir ce qui rassemble, et puis qui trouve des mots différents, et un enthousiasme différent, et une manière de faire de la politique différente, qui ne soit pas perpétuellement dans les privilèges, dans la mise à l'écart, dans le fait de jouer avec les règles perpétuellement, considérer que la loi n'est pas la même pour ceux qui sont au pouvoir et pour les autres. Tout ça, cette manière inédite dans nos institutions de pratiquer la politique, c'est une nécessité pour le pays. Donc il faut une respiration, François Bayrou. Et c'est le seul, à mon avis, Oui. le seul secteur sur lequel puisse s'organiser, le jour où ça deviendra possible par le changement de la règle électorale, seul secteur où puisse s'organiser une vraie majorité. Donc une respiration. Parce que toutes les autres sont des fausses majorités. Une respiration politique, une offre nouvelle entre l'UMP et le PS, Oui. rassemblant les gens qui peuvent être convaincus sur telle ligne de l'UMP. Il faudra couper l'omelette. Il faudra couper l'omelette de. Oui, j'aime pas l'UMP. l'expression. Alain Juppé l'a utilisé, mais il a cassé des œufs pour faire l'omelette. Il faut casser des œufs pour faire l'omelette. C'est pas mon idée. Mais vous voyez bien qu'il y a, c'est la solution. Il y a un seul courant possiblement majoritaire. C'est celui qui, en effet, pourrait unir les réformistes qui soient à la fois raisonnables et enthousiastes des deux camps, des deux soi-disant camps. Et donc ça exclut une primaire. Ça suppose un accord politique entre quelques personnes de bonne volonté, ardemment modérées. C'est la Ve République. Moi, je ne crois pas que la primaire, ce soit la Ve République. Mais j'ai un débat, vous le savez, avec Alain Juppé sur ce point. On a une différence d'appréciation. Ça nous fâche pas pour autant. Parce qu'au fond, il a fait ce choix par affection pour l'UMP. C'est son bébé, de même que les mouvements du centre sont les miens et j'y suis viscéralement attaché. C'est une partie de son œuvre politique, donc il est attaché à l'UMP, donc il a fait ce choix. Pour moi, je ne crois pas que la primaire soit Ve République. Ve République, c'est au moment de l'élection présidentielle, se forme un soutien à une politique portée par un homme ou par une femme. Là se trouve l'origine du pouvoir exécutif. Si vous relisez le discours de Bayeux, du général de Gaulle, après la guerre, alors vous allez entendre cette vision que je considère juste, qui dit, mais au fond, le pouvoir exécutif, il ne vient pas de combinaisons parlementaires, comme on voudrait nous le faire croire. Le pouvoir exécutif, il vient du soutien que le peuple accorde à une vision portée par une femme ou par un homme. C'est ça le contrat de la Ve République. Ce contrat, je le crois juste. Ça vous surprendra peut-être venant d'un homme du centre. Simplement, je pense qu'il faut qu'il soit, ce contrat, rénové par un changement assez profond de la pratique parlementaire en particulier. La nature humaine fait, dans votre hypothèse, qu'il y aurait plein de candidatures et que Marine Le Pen serait à coup sûr au second tour. Ouais. D'abord, je signale qu'avec tout ça, elle y est. Enfin, si les sondages ont raison, elle y est. Bon. Et encore une fois, se servir du Front National comme épouvantail pour empêcher tout renouvellement de la vie politique française, ça n'est pas mon point de vue. Un mot, François Bayrou. Je n'ai pas l'intention de me laisser épouvanter par les épouvantails. Un mot, j'ai au contraire l'intention de porter une vision qui soit dynamique, qui soit un renouvellement dans l'avenir de la vie politique française. Une question de Régis. Il nous dit, où est l'alternative, François Bayrou? Est-ce que vous pouvez travailler main dans la main avec Jean-Christophe Lagarde? Nous pouvons travailler ensemble. Je crois que Jean-Christophe Lagarde l'a dit hier sur un média. C'est un bon partenaire, l'UDI. Et je le dis devant vous, nous pouvons et devons travailler ensemble. Alors la différence ou le problème, c'est que les uns sont plus proches de l'UMP, les autres plus indépendants. Mais pour moi, le centre, il ne peut être qu'indépendant. Autrement, c'est pas le centre. Alain Juppé disait hier, on peut travailler avec François Bayrou à condition qu'il n'ait pas le cul entre les deux chaises. Je cite. Est-ce que vous aviez le cul entre les deux chaises? Est-ce que vous êtes clairement dans l'opposition à François Hollande? Ce sont des expressions qui ne sont pas adaptées à la situation, surtout pour quelqu'un qui a l'habitude de prendre des risques.
je ne pense pas qu'on ait pu dire que j'étais hésitant dans la responsabilité politique. J'ai pris plus de risques qu'aucun des responsables politiques français. Peut-être étaient-ce des risques. En tout cas, je n'en regrette aucun. Et donc, ce type d'expression n'est pas juste, mais pour moi, c'est très clair. Je n'approuve pas la manière dont le gouvernement et l'exécutif et le président de la République ont traité les grands problèmes du pays ces dernières années. Je pense que les choix qui méritaient d'être faits et les mots qui méritaient d'être trouvés ne l'ont pas été. Concrètement, pour les élections départementales, avec qui le MoDem doit-il s'allier? Est-ce que vous avez une idée on fait, de la proportion d'investiture avec l'UDI, l'UMP? Dans la plupart des cas, ce sont des alliances dans l'opposition qui sont faites. Et puis le reste, c'est avec des divers, comme on dit, des gens qui refusent les étiquettes. Et c'est vrai que le MoDem, de ce point de vue-là, manifeste une liberté et une indépendance. Et il est vrai aussi que la manière dont la majorité conduit le pays ne correspond pas à ce que nous en attendons. Il y aura un appel national avant le second tour à voter pour les candidats UMP dans le cas de duel UMP-PS systématique ou ça sera au cas par cas? On n'en est absolument pas là parce que si vous connaissez les élections départementales et si vous regardez la composition des tickets, très rares sont les cas où c'est investiture UMP ou investiture MoDem ou non, c'est pas comme ça que ça s'organise. On essaie de trouver dans les cantons, y compris dans les Pyrénées-Atlantiques, et j'en suis sûr en Bretagne, les meilleures personnalités, et c'est pas facile à trouver. Parce que cette élection a au moins le mérite de faire se renouveler une partie du personnel politique par la féminisation, mais c'est moins partisan que malgré tout, on ne le croit. Les majorités s'organisent autour des partis malgré tout. Et moi, en tout cas, ma démarche politique, elle est moins partisane que celle qu'on me recommande. Allez, une toute dernière question, François Bayrou. On a beaucoup de gens qui se posent des questions sur, vous savez, cette affaire, cette polémique au sujet du président des Jeunes Populaires UMP qui n'a plus de titre de séjour. Alors Stéphane Le Foll hier a déclaré à l'Assemblée que l'UMP était rattrapée par elle-même à force d'instrumentaliser les questions d'immigration. Est-ce que vous partagez cette analyse et est-ce qu'il faut naturaliser ce phénomène? Bon, il y a quelque chose d'un peu ironique dans cette affaire. Hein. C'est tel est pris qu'il croyait prendre. Un garçon qui, d'après ce que j'ai lu, je n'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer, je ne savais même pas qu'il existait, pour tout dire. Un garçon qui se manifeste fortement contre l'immigration et les sans-papiers et qui lui-même se retrouve convaincu de l'être. Bon, en même temps, j'aime pas qu'on cible des personnes comme ça. J'aime pas qu'on cible... Bon, c'est un jeune garçon qui a été pour le moins imprudent, sans doute un peu pris par l'ivresse de la responsabilité, entre guillemets, politique et d'avoir été choisi par Nicolas Sarkozy. Et bon, on découvre après coup la situation qui est la sienne. Alors, j'ai pas envie de me perdre en commentaires éternels sur cette petite, ironique affaire. Très bien, ce sera le mot d'enfin. Bon, merci beaucoup François Bayrou d'avoir été ce matin dans Direct Politique. Merci à tous, merci chers internautes. On se retrouve mardi prochain, nous recevrons Jean-Christophe Lagarde à 8h30. D'ici là, restez connectés. À très bientôt.